Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir ce matin sur notre webinaire spécial Devenez incollable sur le contrat d'apprentissage. Je suis Alexia Davin, la responsable du département apprentissage à l'AFDAS et je suis accompagnée de Mylène. Bonjour Alexia, bonjour à tous, bienvenue. Alors, ce matin, nous allons vous présenter un webinaire sur les fondamentaux du contrat d'apprentissage. Donc, on va revenir avec vous sur finalement qu'est-ce qu'un contrat d'apprentissage. Et puis, dans un deuxième temps, on abordera les pièces à joindre au contrat et notamment, on fera un focus sur la convention qui doit être jointe au contrat et sur tous les éléments financiers. Donc, ce webinaire va durer approximativement une demi-heure. Pendant tout le temps du webinaire, vous pouvez déposer vos questions dans le chat. Et au bout de cette demi-heure, pendant un quart d'heure, on prendra un temps pour répondre à vos questions. Alors déjà, je suis contente parce que je vois qu'il y en a plein de noms connus qui disent bonjour. Donc voilà, ravie de vous accueillir. Pour ceux qui n'avaient pas suivi le webinaire de la semaine dernière, qui était plutôt orienté facture, je vais juste vous donner quelques chiffres et présenter notre OPCO, qui est l'AFDAS. Donc, pour résumer, nous sommes l'OPCO de la culture, communication, médias, tout ce qui est industrie graphique, et également plus récemment, les secteurs des télécoms nous ont rejoints, ainsi que du tourisme, les agences de mannequins, le sport. Donc voilà, donc lorsque vous accompagnez des entreprises qui souhaitent embaucher des jeunes et qu'ils sont dans ces secteurs d'activité, ben voilà, pensez à nous, c'est certainement nous qui gérons leur contrat d'apprentissage. Petit chiffre comme ça à avoir en tête, on a 65 000 entreprises adhérentes chez nous et l'année dernière, nous avons réalisé 25 000 contrats. Donc, j'espère que cette année, on en aura un peu plus. Et l'objet donc de ce webinaire, bien évidemment, c'est de préparer la prochaine rentrée et avec toutes les questions que ça amène. Et comme nous savons que vous êtes bien évidemment en lien avec ces entreprises, que vous les accompagnez de près pour remplir les CERFA, etc., et puis les guider également dans leur relation avec leur OPCO, ben voilà, on avait trouvé opportun de se retrouver à ce moment-là, avant cette grande campagne, pour aborder les différents, comment dire, petits focus et points qu'on aimerait voir avec vous, avec l'expérience qu'on a maintenant depuis bientôt 2 ans sur l'apprentissage. Donc, je vais attaquer sur les fondamentaux du contrat d'apprentissage. Alors, j'espère que voilà, vous voyez bien. Donc, ce que je vous disais, bon, le sommaire est passé rapidement. L'idée, c'est de vous rappeler qu'un contrat d'apprentissage, il fait au minimum 6 mois et il dure au maximum 3 ans. Donc ça, j'imagine que vous le savez tous. On a quelques dérogations qui permettent d'allonger la durée du contrat à 4 ans. C'est pour les travailleurs handicapés et les sportifs de haut niveau. Donc, on en a quelques-uns. Donc, voilà, s'il y a besoin, sachez qu'on peut étirer jusqu'à 4 ans la durée du contrat, mais c'est assez rare. Pour ce qui est de l'âge de l'apprenti, donc un jeune peut signer un contrat d'apprentissage dès lors qu'il a 15 ans et un jour et il peut rentrer en contrat jusqu'à ses 29 ans révolus. Ça, c'est le cadre légal. Là encore, il y a des cas dérogatoires, notamment, toujours pareil, pour les travailleurs en situation de handicap. Donc là, on n'a pas de plafond d'âge. Pour les sportifs de haut niveau, on peut aussi déroger à cette limite des 30 ans. Et nous avons aussi le cas des personnes qui ont démarré un contrat d'apprentissage, un cycle de formation, qui ont obtenu leur diplôme et qui souhaitent poursuivre des niveaux de formation supérieurs. Et dans ce cadre-là, ils peuvent signer pour 1 an, 2 ans, 3 ans, un nouveau contrat d'apprentissage. Et dans ce cadre-là, on peut aller jusqu'à 35 ans pour atteindre cette limite d'âge. On a un cas particulier aussi où on peut être au-delà des 30 ans, c'est le cas où une personne souhaite créer ou reprendre une entreprise, ce qu'on appelle dans des métiers réglementés, et là où il faut impérativement obtenir un diplôme. Dans ce cadre-là, il faudra nous déposer avec le contrat une lettre de l'apprenti qui s'engage à monter sa structure ou en reprendre une, et on pourra donc déroger à cette condition d'âge maximal. Pour ce qui est du temps de la formation, je vous rappelle que le temps minimal que doit représenter la formation dans la durée totale du contrat, c'est 25%. C'est-à-dire qu'on considère qu'une année, c'est 1600 heures. Si le contrat est conclu pour une année, il faut à minima que le temps passé en formation soit de
25% de 1600 heures, ce qui doit être 400 heures. Donc, de la même manière, si le contrat fait 6 mois, vous imaginez bien, on divise par 2. Il faut que le temps passé en formation soit à minima de 200 heures. Donc, voilà, si vous avez des questions à ce sujet, quelquefois des calculs à refaire, n'hésitez pas à nous rappeler. Pour ce qui est de l'éligibilité à l'apprentissage, il faut impérativement que le jeune passe dans son cursus un diplôme d'État ou un titre RNCP ou un titre professionnel validé par le ministère du Travail. Donc ça, c'est la condition d'éligibilité. Typiquement, un CQP n'est pas éligible à l'apprentissage. Une fois qu'on a vu là ces 4 grands principes de l'apprentissage, je voulais juste vous faire un petit focus sur les nouveautés de l'année 2021. Je pense que vous avez vu les éléments passés, mais bon, c'est toujours utile de les rappeler. Vous savez qu'un nouveau CERFA est paru, je ne sais plus si c'est février ou mars, donc c'est la version 9 avec de nouvelles rubriques. Donc il est très très important que tous les contrats qui nous parviennent aujourd'hui soient sur ce CERFA-là, hein, donc ne plus utiliser les versions précédentes 2020 et surtout pas 2019 parce que là les codes étaient différents. Donc, prenez bien le CERFA 2021. Nous, il est sur notre site internet, donc bien sûr que les entreprises peuvent le récupérer, mais surtout d'autres sites également. Mais voilà, insistez, il faut qu'elles utilisent ce CERFA. Vous avez dans les nouvelles rubriques le numéro de sécurité sociale de l'apprenti. Donc, ça, c'est très important puisque nous demandions déjà ce numéro de sécurité sociale. Si vous vous souvenez, l'an dernier, on embêtait tout le monde avec cette donnée-là. Donc là, c'est super, elle va être enfin sur le CERFA. On n'aura plus besoin de la réclamer. Il y a dans les nouveaux champs une coche pour les sportifs de haut niveau. Donc, comme on a tous les branches du sport qui sont adhérentes chez nous, on a des cas avec des sportifs de haut niveau. Et vous savez qu'on est en train de préparer d'ores et déjà les Jeux Olympiques 2024 qui vont se dérouler en France. Donc, du coup, voilà, n'oubliez pas de les mettre. Ça donne droit à plein de dérogations, celles que je vous ai parlé précédemment. Et puis, il y a un nouveau champ qui figure cette année sur le CERFA, c'est le champ qui est avec le code diplôme, le code RNCP. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez un code RNCP et pas un code diplôme. Pour d'autres, vous avez le code diplôme, mais vous n'avez pas besoin de communiquer le code RNCP. En tout cas, sachez que voilà, ces mentions sont sur le nouveau CERFA, donc vous pouvez les renseigner. Et à partir de ces éléments-là, nous pourrons calculer le montant des prises en charge. Ça, c'était au niveau du CERFA. Maintenant, au niveau des montants alloués et pris en charge qui ont évolué cette année, vous savez que précédemment, en fait, lorsque vous accueilliez chez vous au CFA et l'entreprise un jeune en situation de handicap, il y avait la possibilité de majorer de 50% les frais de formation pour tenir compte du temps passé à accompagner ce jeune, à mettre en place des tas ou des cours renforcés, toute une structure pour demander des aides, je ne sais quoi. Cette année, depuis là le 1er janvier, donc pour tous les nouveaux contrats conclus à partir du 1er janvier, le montant de cette aide est plafonné à 4 000 € par année. Hein, donc, vous devez avoir un référent handicap dans vos structures. Il faudra nous établir une convention annuelle pour nous indiquer le montant de ces frais. Donc, bien évidemment, lorsque vous nous déposerez, vous transmettrez les éléments du contrat, dans la convention, si vous savez déjà quels vont être ces frais, vous pouvez commencer à nous les indiquer, mais sachez que tous les ans, vous pourrez nous renvoyer un document correctif, puisque dans ces 4 000 €, il y a à la fois du temps passé pour accompagner ce jeune, mais également du matériel à acquérir. Donc peut-être que pour la première année sur le contrat et sur plusieurs années, vous avez besoin d'acheter du matériel spécifique dont il n'y aura pas besoin l'année d'après, ou au contraire, la situation du jeune a changé et il y a besoin d'acheter d'autres choses. Donc voilà, en tout cas, pensez bien à nous tenir au courant pour qu'on puisse revaloriser notre prise en charge au fur et à mesure des années. Mylène, je veux bien que tu passes à la slide suivante. Alors, je voulais aborder avec vous le sujet des spécificités, j'allais dire, du contrat d'apprentissage, et c'est surtout par rapport aux questions qui nous sont le plus fréquemment posées. Donc, je souhaitais revenir sur les points particuliers. Je vous rappelle qu'un jeune a deux possibilités. C'est soit il a trouvé une entreprise et sa formation et il peut démarrer du coup par le contrat de travail, donc par son contrat d'apprentissage, et je dis n'importe quoi, un mois après, démarrer sa formation. Le maximum dans ce cas-là, c'est qu'il peut débuter par le travail en entreprise et au plus tard démarrer sa formation 3 mois après. À l'inverse, on peut avoir des jeunes qui ont trouvé une école mais qui n'ont pas encore trouvé d'entreprise. Donc dans ce cadre-là, ils démarrent leur formation au CFA.
vous allez en tant que CFA bien les déclarer en tant que stagiaire de la formation professionnelle continue, s'il y aura une incidence sur ce qu'il faudra remplir dans le CERFA. Et dans ce cadre-là, le jeune a 3 mois pour trouver une entreprise. Dès qu'il a trouvé son entreprise, on reçoit le CERFA avec le contrat d'apprentissage signé, ce qui nous permet à nous de prendre en charge les 3 mois de formation qu'il a suivis précédemment. Alors, pour ce faire, c'est très important. Il faut que dans le CERFA, l'entreprise ait bien précisé qu'il était en situation avant contrat 7 stagiaires de la formation professionnelle. S'il est noté en étudiant, scolaire ou je ne sais quoi, on ne pourra pas tenir compte de ces 3 mois avant contrat et on ne pourra pas vous les financer. Pour ce qui est du délai, la post-formation, donc un contrat d'apprentissage, ça inclut forcément un passage d'examen, enfin un diplôme, etc. à obtenir, on espère à obtenir tout au moins. Mais il y a des cas où l'entreprise accompagne le jeune tout au long de son parcours et souhaiterait garder le jeune avec elle une fois les examens passés. Sachez que dans ce cas-là, ça doit être déterminé dès la signature du contrat et que le délai à ne pas dépasser est de 2 mois maximum de date à date après la fin de la formation. Dans des cas particuliers, c'est des situations qu'on rencontre aujourd'hui. Vous nous posez des questions aussi pour savoir comment faire pour prolonger un contrat. Hormis le cas de travailleur handicapé où là, il n'y a pas de souci, les contrats peuvent durer une année de plus, comme je vous l'ai indiqué précédemment. Il se peut qu'il y ait un échec à l'examen, donc ça on ne sait pas encore, mais on ne devrait pas tarder à avoir des réponses. Dans ce cas-là, s'il y a redoublement, il est possible que le contrat soit prolongé d'1 an. Et on a actuellement aussi beaucoup de questions par rapport à la situation sanitaire actuelle, où effectivement, alors les entreprises ont fermé ou pas tout à fait fermé, mais en tout cas, les missions qu'elles ont pu confier à leurs jeunes pendant toute la période du contrat n'étaient pas celles qu'elles envisageaient de leur confier. Et pour le coup, le jeune est un peu juste pour le passage au diplôme, etc. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de texte qui est paru cette année pour prolonger le contrat d'apprentissage, mais néanmoins, les services de l'État nous ont demandé une certaine souplesse. Donc voilà, sachez que si des employeurs souhaitent garder toujours quand même 2 mois après la date des examens le jeune dans l'entreprise pour peaufiner, je dirais, son enseignement, dans ce cas-là, il faudra que nous recevions un avenant de sa part. L'idée, c'est qu'on ait un petit mot avec l'accompagnant en disant que c'est la situation sanitaire qui fait que il souhaite décaler la date de fin de contrat. Dans les choses importantes également à savoir, il est important et on a beaucoup de questions sur la rémunération. Il faut vraiment que les employeurs suivent la grille de rémunération qui est publiée partout en regardant bien l'âge du jeune et son niveau d'entrée dans le diplôme, dans le cycle de formation. Donc, il faut se baser sur ce tableau. S'ils ont des questions, parce qu'on a des cas particuliers, on donne souvent le cas de la licence pro, mais bon, c'est écrit dans les textes, vous savez que vous devez, dans ce cas-là, conseiller à l'entreprise et l'informer qu'elle devra payer le jeune comme s'il était en 2e année du contrat. Mais il y a d'autres cas particuliers où effectivement l'entreprise ne sait pas trop à quelle hauteur elle doit rémunérer le jeune. Donc, si elle ne trouve pas l'information sur notre site, si vous avez des doutes, bien évidemment, vous donnez nos coordonnées et on verra avec l'entreprise pour lui donner l'information la plus juste possible. Il faut juste préciser à l'entreprise que si elle signe un contrat de 14 mois, par exemple, avec un jeune, donc elle verse bien une rémunération pour les 12 premiers mois, les 2 mois qui suivent, on considère que c'est une entrée dans le cycle, l'année supérieure. Donc là, il faudra que la rémunération soit majorée. Souvent, ils gardent la même rémunération parce qu'ils considèrent que c'est le même parcours de formation. Et effectivement, il n'y a qu'une année qui va amener au diplôme, mais pour autant, on est un peu au-delà des 12 mois. Les questions que nous avons également fréquemment portent sur le maître d'apprentissage. Donc, vous savez que celui-ci doit être majeur et il doit avoir au minimum le niveau de diplôme préparé par l'apprenti qu'il va devoir encadrer ou bien répondre à 2 années d'expérience dans son poste actuel. Juste une petite précision, nous avons beaucoup d'associations sportives qui embauchent des jeunes. Pour le coup, il n'y a pas de salariés dans l'entreprise. Il faut dans ce cadre-là, effectivement, c'est possible que ça soit un bénévole qui soit tuteur du jeune, mais il faut qu'il siège au bureau puisqu'il doit y avoir une relation hiérarchique entre les deux.
Les cas de réduction d'allongement de formation, je vous les ai indiqués précédemment. Pensez juste, c'est important que ça doit bien figurer dans le CERFA. Vous avez des codes à remplir, notamment le 21, le code 21, s'il y a une réduction de parcours. C'est important. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va déclencher la possibilité d'obtenir une majoration, là encore, la prise en charge des frais de formation, en tout cas pour les cursus du coup qui vont se dérouler sur une durée inférieure à un an. Et puis, c'est une incidence aussi s'il y a une réduction en allongement de la formation, c'est qu'on va vous demander non plus la convention bipartite, mais la convention tripartite qui sera à nous joindre avec le CERFA. Alors, on vous a fait un petit tableau des outils mis à votre disposition pour accompagner l'entreprise lorsqu'elle va commencer à remplir tous les documents administratifs pour accueillir le jeune chez elle. Du coup, on a souhaité vous préciser ce matin, en fait, des choses qu'il est impératif de savoir pour éviter, on espère en tout cas la rentrée prochaine, les nombreux rejets que nous avons eus de la part de l'Agence des services de paiement sur les dossiers que nous avons gérés, parce que finalement, ce sont toujours les mêmes motifs qui reviennent. Du coup, les principaux motifs de blocage, en tout cas nous qui nous ont empêchés d'envoyer les dossiers dans des cas, c'était principalement parce que le jeune avait déjà eu un contrat d'apprentissage précédemment et pour le coup, l'entreprise n'avait pas réussi à récupérer son numéro de contrat précédent ou pensait que ce n'était pas important de nous le transmettre. Donc, je sais que c'est une difficulté pour certains de récupérer ce numéro, mais c'est impératif, ça nous bloque l'envoi du dossier et ça ne part même pas dans des cas, donc l'entreprise ne peut pas obtenir ses aides. Alors, juste pour vous rassurer, on vient d'avoir un nouveau service qui nous est ouvert par les services de l'État, où logiquement, on devrait pouvoir aller consulter les contrats précédents. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça devrait débloquer pas mal de situations. Mais bon, si l'entreprise a le numéro, si elle a réussi à le récupérer, on gagne du temps, c'est toujours mieux. Voilà. Et petite information, ça serait bien qu'il ne... Enfin, souvent, il y a confusion avec le contrat pro. Si le jeune est en contrat pro précédemment, il faut le marquer effectivement dans le CERFA, mais du coup, là, on n'a pas besoin le numéro précédent. Il ne faut pas qu'ils confondent contrat pro et contrat d'apprentissage parce que, voilà, quelquefois, nous, on attend un numéro parce qu'ils nous ont dit que c'était un contrat d'apprentissage, or, c'était du contrat pro. Et c'est quand même assez fréquent. Autre motif de rejet dans des cas, il faut que nos CERFA soient super bien complétés. Il y a une cohérence et une logique. C'est-à-dire que l'entreprise, elle commence par conclure le contrat et ensuite, ensuite le contrat débute et elle nous l'envoie. On ne peut pas recevoir des CERFA où le jeune a déjà intégré l'entreprise et on nous met sur le CERFA que le contrat a été conclu un mois après. Si en tout cas, nous, on envoie cette information dans des cas, ça passe. Donc, pour nous, tout a l'air d'être bon, sauf que l'entreprise ne reçoit jamais son aide et on n'est pas informé qu'il y a un blocage pour ce motif-là. Donc, vraiment, il faut être très, très vigilant dans ces dates. Alors, je sais qu'il y a un mélange dans les années, c'est assez rapide. On a tous vu, un coup, on se croit en 2021 alors qu'on est en 2020. Bon. Mais en tout cas, il faut être très vigilant sur ce point-là parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aides qui sont refusées pour ce motif-là. Lorsque vous allez également accompagner l'entreprise pour compléter son CERFA, si vous pouviez juste leur faire passer l'information que les CERFA, bien évidemment, ils ne doivent pas nous les envoyer par la poste ni par mail, mais bien les saisir dans le portail Maya qui leur est ouvert. Dans ce portail, il ne faut pas de mettre de caractères spéciaux. Qu'est-ce qu'on appelle caractère spécial? C'est un accent, un tiret, un tréma, un point, un slash, n'importe quoi. Tous ces caractères-là passent bien dans notre outil à nous, il n'y a pas de souci. On envoie les contrats dans des cas, tout se passe bien également, sauf que c'est la liaison avec l'ASP, l'Agence de services des paiements, qui ne se fait pas. Donc, tous ces contrats ne sont pas traités. Donc, voilà, il faut le savoir. Donc, maintenant, on le sait, on est vigilant et vous pouvez faire passer l'information aux entreprises. Ça pourrait également nous faire gagner du temps et notamment sur les prénoms des apprentis. Voilà, les Chloé, les Léa et tout ça, il faut l'écrire sans l'accent, ça ne passe pas. Le CERFA, je vous l'ai déjà dit, modèle 2021 obligatoirement. Et le dernier petit focus que je ferai, c'est sur les SIRET. Il faut savoir que lorsque les contrats sont saisis dans notre portail, ce qui est remonté comme SIRET, c'est celui que nous connaissons de l'entreprise. Donc, si l'entreprise a déménagé, qu'elle ne nous a pas tenu informés, c'est l'ancien SIRET qui est remonté. Donc, il faut qu'ils soient très, très vigilants sur les SIRET qui sont saisis dans notre outil. Il faut qu'ils n'hésitent pas à nous informer qu'il y a une erreur, qu'ils corrigent. Ils ont le moyen de le faire. Et ce SIRET,
il doit être conforme ensuite au SIRET qui va être remonté dans la déclaration sociale nominative de l'entreprise. C'est-à-dire que nous, à partir du moment où on a enregistré le contrat et qu'on l'a envoyé à DECA, quand l'ASP va le récupérer, ils vont comparer deux éléments. Ils vont comparer le SIRET qui figure sur le CERFA, les données que nous avons transmises, avec les éléments qui figurent dans la DSN de l'entreprise. Et s'ils s'aperçoivent que l'apprenti n'est pas sur le même numéro SIRET, l'aide n'est pas versée et c'est un point de blocage. Donc, il faut ensuite faire des amendes, des correctifs, etc. Mais bon, voilà, le mieux, c'est d'éviter ces incohérences dès le début et de s'assurer que tout est bien conforme. Mylène. Là, vous avez une frise qui vous présente la vie d'un contrat d'apprentissage. Donc, la première chose, c'est vous qui accompagnez l'employeur pour compléter le CERFA et pour rédiger la convention de formation et le calendrier. Ensuite, avec ces éléments-là, plus le numéro de sécurité sociale qui maintenant apparaît sur le CERFA, l'employeur doit saisir sa demande sur le portail Maya. Nous la réceptionnons, nous la contrôlons et la validons. Et lorsqu'elle est validée, on transmet tout d'abord à DECA qui va réceptionner le contrat et nous envoyer un numéro de dépôt. Et avec ce numéro de dépôt, nous allons envoyer les notifications d'accord de prise en charge qui sont envoyées à l'entreprise, à vous et à l'apprenti. Il est possible dans ce cas que l'employeur ait besoin de saisir un avenant ou une rupture, et d'ailleurs une rupture. Dans certains cas, à ce moment-là, l'employeur doit faire les démarches en ligne et vous êtes informé de ces éléments via une notification que nous verrons juste après. La convention de formation, c'est donc un document primordial à la validation des dossiers, en plus du contrat d'apprentissage. Alors, pour commencer, la convention, qu'est-ce que c'est? C'est un document qui est signé par l'entreprise et par l'école, qui a pour objectif de rappeler les droits et obligations de chacune des parties, y compris les obligations et droits de l'apprenti. La convention indique le coût pédagogique demandé et les frais annexes, etc., tout ce qui est en lien avec le financement du contrat. Cette convention doit être transmise à l'employeur pour qu'on puisse valider un dossier et il doit être envoyé sous 5 jours depuis leur espace adhérent à l'AFDAS. Et cette convention, nous l'utilisons essentiellement pour connaître le coût de formation et valider la demande de prise en charge, parce que sans elle, on ne peut rien faire. On va faire un petit focus sur les dispositions financières, qui est généralement l'article 4 de votre convention. Nous avons repris… le modèle de la DGEFP qu'on vous a mis, donc voilà. Vous connaissez tous. C'est ça. C'est exactement ce que j'allais dire. on est sur la même longueur, c'est bien, la même longueur d'onde. Dans le tableau, vous voyez le montant de la prestation, donc c'est votre montant à vous, votre tarif pour la formation. Le montant de niveau de prise en charge OPCO, c'est la prise en charge que nous pourrons prendre. Et enfin, le reste éventuel à la charge de l'employeur. Si nous prenons un exemple d'un contrat de 22 mois avec un code diplôme 446 33 524 qui correspond à un BPGEPS sport, du coup, avec une convention 25-11, nous avons un forfait annuel à 8 700 € que nous proratisons sur 22 mois. Notre prise en charge maximale sera donc de 15 950 €. Si nous nous référons au tableau, vous voyez que la première année et la deuxième année, c'est 8 700 € non proratisés et il n'y a pas de reste à charge indiqué à l'entreprise. Or, c'est une erreur, ça c'est des choses à éviter au maximum. Il n'y a pas de coût proratisé, donc ça veut dire que l'entreprise ne connaîtra pas son reste à charge et nous n'avons pas, comme nous allons le voir juste après, une ligne qui récapitule, merci, qui récapitule la somme de chaque année du contrat. Donc là, on va voir l'exemple parfait. Il faut donc proratiser le coût. Nous voyons que nous avons une prise en charge à 18 125 € cette fois-ci pour un contrat de 25 mois. Vous avez toujours les mêmes colonnes, mais par contre, vous avez la première année, deuxième année qui n'a pas changé, le prorata temporis pour rajouter le 25e mois, et enfin la ligne coût global qui calcule du coup, comme on le disait précédemment, toutes les lignes précédemment indiquées et ça évite des erreurs de calcul. Autant pour vous que pour nous, que pour l'employeur également. Et pour le coup, il n'y a pas de reste à charge, donc la colonne reste à charge est bonne.
Donc là, ce qu'on voulait vous dire, c'est que certes, vous avez le modèle de la DGEFP que vous utilisez tous, qui est très très bien. Nous, on travaille vraiment qu'avec que ce modèle-là. Mais ce qu'on aimerait que vous nous rajoutiez en plus, c'est la somme avec le coût global demandé de la formation, parce que c'est ce que nous entrons dans notre outil, et c'est ce montant finalement sur lequel on se met d'accord. Ça évite les erreurs de calcul éventuelles dans un sens comme dans l'autre. Je te laisse poursuivre, Mylène. Il y a 3 possibilités. Comme on l'avait vu dans le précédent webinaire, mais pour ceux qui n'étaient pas là, une petite piqûre de rappel, ça fait toujours plaisir. Le coût de la convention, c'est le coût que vous indiquez du coup sur le document. Il y a 3 possibilités. Soit il est égal à notre prise en charge maximale. À ce moment-là, on prendra le coût, il n'y a pas de problème. Si vous indiquez un montant inférieur à notre niveau de prise en charge maximale, on s'alignera sur ce que vous aurez indiqué sur la convention et vous ne pourrez pas revenir dessus puisque ce n'est pas une erreur de proratisation du forfait annuel, c'est vous qui indiquez un montant inférieur au forfait annuel. Et enfin, si vous indiquez un coût supérieur sur votre convention, nous prendrons ce que nous pouvons prendre au maximal et le reliquat sera à la charge de l'employeur. C'est le cas de notre premier exemple à éviter. Alors, nous avons, mais j'en ai déjà parlé, la possibilité de valoriser des prises en charge. Il y a 2 cas principalement qui donnent droit à des majorations. Donc, je vous l'ai indiqué, donc je passe très rapidement. Les fameux 4 000 € là, annuels pour les travailleurs en situation de handicap. Donc, ils vous seront versés en même temps que les factures. C'est intégré dans le NPEC. Et vous avez également, dans le cas d'une réduction de parcours, la possibilité de percevoir 10% du forfait annuel en plus. Dans ce cas-là, cette majoration sera facturée avec la dernière facture de la première année du cycle. Mais en tout cas, elle doit figurer dans la convention. En fait, tout doit toujours figurer dans la convention. Donc, soyez le plus précis possible. C'est un bon résumé. Nous avons également les frais annexes qui peuvent être indiqués sur la convention si vous souhaitez en bénéficier. Donc, tout d'abord, le premier équipement, on va vous inviter à vous référer à la FAQ de la DGEFP pour le détail des équipements financés et ce qu'ils deviennent à la fin de la formation. Mais sachez que le montant supérieur, enfin le montant maximum, pardon, c'est 500 €. Nous prenons également les frais de restauration et d'hébergement en période de formation à hauteur de 3 € par repas pour 2 repas par jour et 6 € par nuitée. Tous ces coûts, comme le disait si bien Alexia, sont obligatoirement indiqués sur la convention. Donc, après les frais annexes, vous avez des frais. Alors là, j'en profite. J'ai vu en plus qu'on avait un CFA de Guyane qui était présent ce matin. Mais bon, je suis désolée pour le décalage horaire. On aurait dû faire le webinaire cet après-midi. Donc, sachez que ça a été voté par notre conseil d'administration. On va pouvoir financer des frais complémentaires pour les apprentis qui sont dans les DROM. Donc, je vous laisse regarder. Principalement, ce sont des billets d'avion. Donc, ça peut être intéressant. Et il y a également une aide forfaitaire de 1 300 € par an et par jeune qui a été validée. Dans ce cas-là, c'est uniquement s'il y a besoin d'un accompagnement social. Mais sachez que ça existe et revenez vers nous si vous voulez plus de détails. On échangera à ce sujet-là. Mais comme d'habitude, ça sera marqué dans la convention. À côté donc des frais, ces frais-là, je souhaitais aborder avec vous ce matin le sujet de la mobilité internationale. Donc, c'est vrai que là, pendant la période sanitaire, les jeunes n'ont pas eu trop l'occasion de partir à l'étranger dans le cadre de leur contrat. Mais bon, on a pas mal de questions en ce moment. Donc, sachez que notre conseil d'administration a également validé des montants de prise en charge. Donc là, qui diffèrent suivant qu'on est sur une mobilité courte ou longue. Donc là, dans la présentation, vous allez voir, vous avez deux pages qui résument nos montants pris en charge suivant les destinations et les durées. Donc, je vous laisse revenir sur ces montants-là. Sachez que cette mobilité, nous devons en être informés. Donc, l'idée, c'est que lors de la signature du contrat initial, dans la convention, vous nous précisiez qu'il y aura une mobilité. Donc, comme ça, on est déjà informé qu'il y a quelque chose de prévu pendant ce parcours. On prendra en charge, bien évidemment, les frais du référent mobilité qui accompagne le jeune. Et une fois, pendant le contrat d'apprentissage, une fois que cela aura été décidé et que le jeune sait où il va, etc., il faudra nous faire parvenir cette convention de mobilité avec le détail des coûts. Et nous pourrons ensuite rembourser au CFA et pas aux jeunes, j'insiste bien, c'est bien le CFA qui supporte les coûts et en tout cas qui en rembourse ces frais-là. Nous rembourserons ces frais-là une fois la mobilité terminée. Alors, ça, on n'a pas eu trop l'occasion. Je ne sais pas si on pourra faire un paiement en cours de mobilité si elle est longue ou si on attendra le retour du jeune. Mais en tout cas, sachez-vous, vous devez nous informer en amont, avant le départ. Donc, on va dire dans le mois qui précède le départ. Et pour le coup, le paiement des frais interviendra après.
Je tenais juste à indiquer qu'il y a un travail actuellement qui se fait sur un modèle de convention de formation pour la mobilité internationale. Elle devra, dans les prochaines semaines, normalement, vous être mise à disposition. Ouais, on pense que début juillet, on vous fera parvenir le vade-mecum qui est en train d'être travaillé avec l'ensemble des 11 OPCO sur toutes les prises en charge et la manière de gérer de manière commune tous les contrats d'apprentissage. Et il y aura d'annexer en fait tous ces formulaires qui vous seront bien utiles. Donc, une fois qu'on a le contrat, la convention, qu'on a contrôlé, validé le dossier, un accord de prise en charge est donc envoyé et vous le recevez sous cette manière-là. Donc, c'est uniquement par mail. Il n'est pas téléchargeable depuis le portail et ce n'est pas non plus un document PDF qui est envoyé. C'est vraiment uniquement ce mail-là, donc à bien conserver une fois la réception. Vous avez diverses informations indiquées, évidemment le nom de l'apprenti, le nom de l'entreprise, le montant de notre financement, mais surtout le numéro de dépôt du contrat. Si vous cliquez sur le lien qui est affiché en bleu, vous avez accès à tous vos modules. Et si vous cliquez sur un module, vous pouvez retrouver 3 coûts différents. Le premier, c'est le coût demandé. C'est ce que vous aurez indiqué sur votre convention, que ce soit les coûts de formation, les frais de premier équipement, frais d'hébergement, restauration, tout sera indiqué. Vous avez ensuite les coûts engagés. Donc, c'est ce que nous prendrons en charge. Nous financerons, nous nous engagerons à payer. C'est le mot que je cherchais. Et les coûts réalisés, c'est ce que nous aurons déjà payé. Donc, au fur et à mesure de la réception de vos factures et de leur paiement, le montant de cette rubrique-là évoluera tout au long de la vie du contrat. Comme je vous le disais, il est possible, dans certains cas, qu'un avenant ou une rupture soit fait sur le contrat. Donc, en cas d'avenant, c'est toujours à l'employeur de le saisir depuis son espace et vous recevrez une notification vous informant qu'un avenant ou une modification a été fait sur le contrat. Et en cas de rupture, c'est la même chose, c'est toujours à l'employeur de saisir en ligne la date et le motif de la rupture, mais vous pouvez nous envoyer via une demande de contact l'information suivante, à savoir si le jeune poursuit ou non sa formation. C'est ce qui impliquera ou non un suivi de financement. Puisque pour rappel, lorsqu'un apprenti rompt son contrat, il a jusqu'à 6 mois pour retrouver un employeur et ces 6 mois, nous pouvons le financer via le contrat, donc via le premier contrat rompu. Voilà. S'il y a une poursuite via l'OPCO, ça sera plus simple, mais dans le cas où il y a un nouveau contrat via un nouvel OPCO, le financement de ces 6 mois maximum se fera bien à partir du premier contrat. Voilà. Alexia, je te laisse la main. Avant, j'ai oublié, un petit résumé. Il nous faut obligatoirement dans chacun des dossiers les documents obligatoires, donc le CERFA 2021, la convention de formation et le calendrier. Et dans certains cas, en type de dérogation, comme le disait Alexia, il est possible de nous envoyer, possible et obligatoire même, de nous envoyer d'autres documents supplémentaires. Qui sont listés là dans le tableau. Voilà. Merci Mylène. Merci à vous pour avoir suivi donc ce webinaire. Je crois que vous avez posé de nombreuses questions, donc je vais essayer, il me reste moins d'un quart d'heure pour répondre à vos questions. Donc, je vais commencer. Alors, je ne sais pas si vous voyez les questions en même temps que moi, mais une première question qui nous est posée, c'est, parce que j'ai parlé des 15 ans et un jour, bien évidemment, c'est dans le cas où le jeune sort d'une classe de 3e, sinon c'est 16 ans. Il nous est posé une question pour un étudiant qui serait étranger de plus de 30 ans, mais qui souhaiterait créer son entreprise. Alors, nous, ce que l'on regarde, c'est quelle est sa situation d'un point de vue administratif. Donc, s'il a des papiers en règle pour travailler en France, et donc s'il trouve une entreprise française qui souhaite l'embaucher sous contrat d'apprentissage avec un CFA français et qu'il souhaite monter son entreprise en France, bien évidemment, je ne vois pas ce qui empêcherait que l'on puisse enregistrer ce contrat. Une question, 3 mois maximum avant l'entrée en formation, du coup, peut-on avoir un contrat de 3 ans et de 3 mois? Ben non, ça c'est quand même maximum 3 ans. Ça marche pour les contrats d'une durée inférieure, mais pas pour ce 3 ans. Pour un CFA hors les murs, quelle est la procédure pour les 4 000 €? Alors,
nous, on ne s'occupe pas des histoires de CFA hors les murs ou dans les murs, peu importe. Dans le CERFA, on ne connaît qu'un centre de formation, c'est celui qui nous est mentionné et c'est celui auquel on va payer toutes les factures finalement. Donc, s'il y a des procédures d'accompagnement avec des majorations qui en découlent, bien évidemment, j'imagine que c'est le CFA hors les murs qui va faire l'accompagnement, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais du coup, il transmet toutes les données à son organisme de gestion qui revient vers nous pour nous en demander le paiement. Est-ce que le dispositif Jeunes sans contrat est reconduit? Non, il n'est pas reconduit. Du coup, je ne sais pas, vous avez peut-être pu suivre de votre côté, il y avait un webinaire qui était fait et animé par Stéphane Rémy de la DGEFP. Il y a d'ailleurs une FAQ qui est sortie suite à ça. Et du coup, en tout cas, pour l'instant, on n'a pas eu d'informations en ce sens et ça n'a pas l'air d'être le cas pour cette année. Alors, délai en entreprise après la formation, 2 mois maximum de date à date. Quel est l'article de loi? Il n'y a pas d'article de loi, c'est une circulaire qui le précise. Alors, le jeune a 3 mois pour trouver une entreprise, mais s'il ne trouve pas d'entreprise, est-ce que les 3 mois sont quand même pris en charge? Ben non. Alors, je vous explique tout simplement pourquoi. Parce que si le jeune n'a pas d'entreprise, eh ben, on ne sait pas quel OPCO le rattacher. Donc, du coup, pendant ces 3 mois, et ces cadeaux, effectivement, le CFA ne sera pas payé, puisque à qui voulez-vous qu'elle envoie un contrat? Il n'y a pas matière. Ce qui lie un OPCO à un CFA, finalement, le chaînon, c'est l'entreprise. Donc là, on n'a pas d'entreprise, donc il n'y a pas de prise en charge. Il me semblait que le délai pour trouver une entreprise pour le jeune était allongé à 6 mois avec la crise Covid. Ça, c'était l'année dernière. C'est fini depuis. On est revenu à la normalité, je dirais, depuis le début d'année. Les dates ont donc été modifiées puisque c'était 2 mois avant de rentrer en entreprise et 1 mois. Ça, je ne connais pas. Je ne sais pas. Alors, il y a Stéphane qui nous indique que les dates précédemment, c'était 2 mois avant de rentrer en entreprise et 1 mois après la date de formation. Est-ce que c'était avant la réforme? Ça, je ne peux pas vous dire. En tout cas, nous, depuis 2019, que nous gérons les contrats d'apprentissage, la règle n'a pas bougé. Pouvez-vous expliquer ce que le code de dérogation? Alors, le code de dérogation, en fait, c'est si vous regardez les CERFA, vous avez une notice qui est jointe et il y a tout un pavé à un endroit où il y a un menu déroulant, en fait, où on vous donne la liste de tous les codes possibles de dérogation. Ça peut être l'histoire de notre jeune qui a passé 16 ans, ça peut être celui qui a plus des 29 ans révolus, etc. Et donc, là, pour les allongements, réduction de parcours, c'est pareil. En fait, à chaque situation existante, le CERFA propose un code qui convient. Donc, il suffit de se référer à la notice, et vous retrouverez ce code. Peut-on établir une convention tripartite pour un allongement de contrat à plus de 36 mois, bac pro, s'il gêne, s'il son contrat en mai, il finira en juin, donc durée de la formation 37. Ben non, ce que je vous disais, on ne peut pas excéder les 36 là. C'est pas, il n'y a pas un allongement. Là, c'est pas lié. Il est pas, enfin, en tout cas, j'ai pas l'information. S'il n'est pas en situation de handicap ou sportif de haut niveau, on ne pourra pas excéder. Dans la grille de rémunération, l'année est celle du diplôme ou du contrat? C'est celle d'entrer dans le cycle de formation. Je dis n'importe quoi, je ne sais pas si ça vous éclaire, si je comprends bien la question. Si on est sur un Master 2 qui dure 2 ans, le jeune qui intègre en Master 1, c'est bien la première année du contrat, donc c'est également la première année du cycle. Par contre, s'il rentre directement en Master 2 parce qu'il a suivi le Master 1 en situation étudiant, donc là, il va rentrer dans la 2e année du cycle de formation et on le prendra comme une 2e année de rémunération. Si mon apprenti termine sa formation le 25 juin 2022, le contrat peut être prolongé jusqu'au 25 août ou autre. Ben non, puisqu'on a dit 2 mois, donc ça fait plus de mois, on est au 25 août. Oui, jusqu'au 25 août, mais pas le 31 août. Le numéro de contrat précédent est-il nécessaire? Absolument, quand un étudiant change d'école et de formation, mais hors ce cas de rupture. Alors, quand on est dans le cas, là, si l'étudiant reste dans la même entreprise, mais qu'il change de diplôme, on est dans le cas d'un avenant. Donc là, on ne demande pas le numéro de contrat précédent, puisque c'est nous qui l'avons déjà, ce numéro de contrat. Par contre, effectivement, s'il y a une rupture de contrat pour une raison X ou Y et qu'il re-signe un nouveau contrat avec une nouvelle entreprise, oui, bien évidemment, il nous faut toujours ce numéro précédent. En fait, ce n'est pas pour nous, comme je vous l'expliquais, hein, c'est pour les services de l'État. Ils font une espèce de chaîne, ils tiennent le compte et ils suivent le parcours du jeune. Donc, pour eux, c'est important de pouvoir l'identifier par cette succession de contrats.
Le CERFA doit-il être impérativement saisi par l'entreprise sur le site de l'AFDAS? Oui, on a mis en place un portail. Alors, c'est une contrainte, je sais, parce que ça prend du temps de le saisir, mais ça a aussi plein d'avantages puisqu'on sait en temps réel que les contrats sont déposés. On a un délai pour les valider qui est raccourci. Il n'y a pas de perte parce que quand on les reçoit par la poste ou par mail, on ne sait jamais si c'est arrivé, pas arrivé, qui est-ce qui le traite. Là, c'est enregistré une bonne fois pour toutes. Et s'il y a quoi que ce soit, on peut suivre tous les éléments de ce dossier, on peut faire des relances, etc. Donc voilà. Donc oui, puisque vous accompagnez nos entreprises, s'il vous plaît, engagez-les fortement à saisir le contrat dans le portail. Vraiment, on y gagnera tous. Et vous aussi, puisque vous aurez l'information bien plus rapidement de savoir si le contrat est validé ou pas, et vous le verrez apparaître dans votre portail. Alors, chronologie des dates, vous vouliez que je revienne là-dessus. Donc, je reprends. Je vais vous donner un exemple. Et notamment, on a eu le problème l'année dernière au niveau des aides. Une entreprise informe un apprenti qu'elle va l'embaucher. Ça y est, ils sont mis d'accord et elle sait que le jeune va arriver le 1er août. Donc, ils sont mis d'accord avant de partir en vacances. Donc, dès le 1er juillet de cette année, ils sont en capacité de dire au jeune, ben oui, tu vas venir, c'est bon, ton contrat est validé. Donc, nous, la première date, c'est la date de conclusion du contrat. Ils se sont mis d'accord le 1er juillet. La date de démarrage du contrat, c'est celle du 1er août. C'est la date à laquelle le jeune va venir dans l'entreprise. Si vous voulez dire, c'est la date à laquelle il va être payé par l'entreprise, si on peut résumer ainsi. Par contre, ce qu'on a eu également souvent, donc on va dire que le 1er juillet, avant de partir en vacances, ils se sont mis d'accord, mais ils n'ont pas formalisé et du coup, il n'y a rien qui est écrit. Le 1er août, le jeune arrive dans l'entreprise, le CERFA est fait finalement, il n'a pas été fait avant de partir en vacances et on se retrouve avec un CERFA où on nous écrit que le jeune a bien intégré l'entreprise le 1er août, mais le contrat a été conclu, signé par exemple le 5 août. Ce n'est pas possible. Un contrat ne peut pas, c'est un contrat de travail, un CERFA. Donc, il y a une chronologie, il ne peut pas être signé et conclu après avoir commencé à accueillir le jeune. Donc ça, c'est vraiment le cas qu'on ne veut plus voir. D'ailleurs, ce qui va nous aider, c'est que logiquement, les services de l'État vont modifier des cas et ils vont nous bloquer à l'envoi du contrat. Donc, on sera informé dès la réception qu'il y a un problème. Pouvez-vous nous rappeler le mode de calcul du nombre de mois? Ah, alors, petit rappel. Alors, allez voir le webinaire précédent, mais j'ai essayé d'être assez succincte. Nous vous rappelons qu'on est sur la règle du mois glissant. Donc, si un jeune a son contrat qui démarre, on va partir, allez, 1er juillet et qui se termine le 30 juin l'année prochaine, ça dure 12 mois. Si son contrat démarre le 1er juillet de cette année et qui se termine le 1er juillet de l'année prochaine, ça dure 12 mois plus 1 jour. Donc, on paiera 13 mois. Voilà le cas où on se retrouve à payer un mois de plus. Hein, et donc, c'est à partir de ce nombre de mois, effectivement, que nous allons pouvoir calculer nos prises en charge. Comment peut-on trouver rapidement chaque montant de prise en charge? Alors, rapidement, vous avez le tableau de France Compétences qui va vous donner les niveaux de prise en charge suivant le code diplôme et suivant la branche dont dépend l'entreprise du jeune. Donc là, vous aurez le montant annuel. Et après, pour les mois, vous faites comme nous. Alors, je ne vous cache pas, calcul avec les doigts aussi. Bon, ça marche plutôt pas mal, mais c'est un peu plus long. Mais je ne blague pas, on est beaucoup à calculer sur nos doigts pour ces histoires de mois glissants. Oui, il y a un site qui le fait très bien, c'est Éphéméride Calcul. Vous renseignez la date de début, date de fin et il vous calcule le nombre d'années, mois et jours. C'est assez pratique pour tricher. C'est mieux que les doigts alors. Prorata temporis 25e mois, de quoi s'agit-il? L'exemple de Mylène, en fait, c'était justement un contrat qui s'échelonnait sur 25 mois. C'est-à-dire que le temps de la formation, lui, il était peut-être de 24 mois, mais le jeune soit a démarré un mois plus tôt, soit a terminé un mois après. Et pour le coup, le temps du contrat d'apprentissage est bien de 25 mois. Nous, en tant qu'OPCO, ce que l'on vous doit, ce n'est pas le temps de formation, mais c'est le temps du contrat d'apprentissage. Donc, il ne faut pas oublier à chaque fois de nous l'inclure dans le montant réclamé. Pour les frais de restauration, nous pouvons donc conventionner 6 € par jour de formation, si vous voulez. C'est à vous de voir. Il faudra nous adresser les factures pour que nous vous remboursions. Là, on n'a pas parlé parce qu'on avait parlé dans le précédent webinaire, mais donc vous gardez bien les factures, vous ne les envoyez pas. Quand il y a rupture de contrat, comment faire la nouvelle convention et avec quelle date? Il faut rajouter une phrase, en fait, s'il y a rupture. Il faut nous dire que le jeune a intégré le cursus de formation précédemment, telle date à telle date, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage qui a été rompu. Et là, on a du coup un contrat qui se poursuit avec une nouvelle entreprise. Comme ça, pour nous, c'est très clair. Et par contre, je ne vous le cache pas que dans le CERFA que nous allons enregistrer en ligne, on trichera sur les dates de formation, on mettra les dates qui correspondent aux dates du contrat, puisque les autres dates
de formation, en fait, elles sont portées sur un autre contrat d'apprentissage, qu'il soit chez nous ou pas chez nous d'ailleurs. Pourriez-vous m'indiquer le nombre d'apprentis que peut avoir un tuteur? 2 apprentis, c'est vrai, j'ai oublié de le dire, je devais le dire. 2 apprentis plus un redoublant. Donc, ça peut être 3 dans les cas assez rares. Est-il prévu qu'un accord de prise en charge format PDS nous soit adressé? Alors, pour l'instant, non. Effectivement, vous êtes nombreux à nous poser la question. Il faut vraiment conserver la notification, le mail que nous vous envoyons. Par contre, je ne dis pas qu'à un moment donné, vous ne pourrez pas régénérer ce mail. L'idée, ça serait plutôt ça, c'est que du coup, vous puissiez en fait, le reproduire sur votre site pour le conserver et avoir notamment le numéro de dépôt. Est-il encore opportun que le CFA propose lui-même le CERFA à l'entreprise? Non, honnêtement, je ne pense pas. Si vous pouvez les aider déjà sur le pavé formation, en fait, qui vous correspond bien, voilà, avec les petites informations qu'on vous a données, je pense que ça suffit. Vous savez qu'il existe ce qu'on appelle un CERFA augmenté. Donc, c'est-à-dire, c'est un CERFA, Mylène, tu l'avais présenté, je crois, la dernière fois, on en avait parlé sur le précédent webinaire. C'est un CERFA qui est déjà pré-complété. En fait, on explique chaque champ, ce qui doit être mis dans chaque champ. C'est pas évident les choses. Voilà, donc c'est un document qui existe. Sachez qu'en tout cas, nous, sur notre portail, ils peuvent générer le CERFA. Donc, l'idée serait plutôt quand même qu'ils aillent sur le site, qu'ils remplissent les éléments du CERFA en direct et qu'à la fin de leur saisie, ils appuient sur le bouton « Générer le CERFA » et ça leur donne le document qu'ils peuvent ensuite vous adresser pour signature. Nous, tout ce qui est signature dématérialisée, ça nous va assez bien. Et puis, comment dire, de la même manière, ils pourront à nouveau le régénérer une fois que nous, on aura validé le contrat. S'ils veulent l'imprimer à ce moment-là, comme ça, ils l'auront avec le numéro de dépôt, ce qui est toujours utile, puisqu'on sait bien qu'après, les jeunes en ont besoin pour le permis, pour les aides au logement, etc. Voilà, voilà. Ben, un grand merci à vous. On est arrivé au terme de ces 45 minutes qui, je ne vous le cache pas, ont défilé. J'espère qu'on n'a pas parlé trop vite, mais on avait quand même beaucoup de choses à vous dire. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Vous savez qu'on est disponible, alors par des requêtes, des mails, le téléphone. Vous commencez à nous connaître. Donc, en tout cas, on est à votre disposition et à côté de vous pour voilà, que cette campagne se passe dans les meilleures conditions pour tout le monde et qu'on signe beaucoup de contrats à la rentrée. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt. Vous aurez le replay, bien évidemment, qui vous sera adressé. J'ai oublié de vous le dire. Vous le trouvez sur le site. À bientôt. Bonne fin de journée. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.